Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Atelier Time. Je vous remercie de suivre mon aventure sonore depuis le début et je vous remercie d'avoir osé cliquer sur Play si vous me découvrez maintenant. Je suis Zoé, cultivatrice de souvenirs, c'est-à-dire que je couds des accessoires de mode, donc des sacs ou des chapeaux, qui sont des hommages à nos défunts et des encres pour nous les endeuillés. Et dans ce podcast, je développe tous les sujets que j'aborde sur mes réseaux sociaux où je vous invite à me rejoindre. Aujourd'hui, parlons des hommages à nos chers disparus. Toutes les petites ou grandes choses que nous faisons pour les honorer, se souvenir et garder le lien avec eux. Dans cet épisode, je vais évoquer certains moments, certains détails de cérémonies d'obsèques, des moments pouvant être perçus comme malaisants, désagréables, voire traumatisants. Et puis d'autres, évidemment, plus doux, plus lumineux et réconfortants. Je vous partage mon expérience, mon ressenti et mon point de vue sur les événements, ce qui de fait n'engage que moi. Et je vous partage aussi des témoignages de personnes qui me suivent et qui ont eu envie de participer aujourd'hui à ce podcast. Je rappelle également que je ne suis pas une professionnelle du deuil, ni une professionnelle en psychologie. Ainsi, avant de continuer à écouter ce podcast, assurez-vous d'en avoir vraiment envie et d'être dans une disposition mentale adéquate, autrement dit, que vous vous sentez suffisamment bien pour évoquer la mort de personnes proches et aujourd'hui en particulier de leur cérémonie d'adieu. Il y a longtemps, un hommage c'était une taxe qu'on devait à un seigneur ou à un souverain. Aujourd'hui, le dictionnaire dit plutôt qu'il s'agit de l'action de rendre honneur, respect et ou considération à quelqu'un, souvent à l'occasion d'un événement important ou pour marquer une reconnaissance, une gratitude ou un devoir. C'est donc une marque de respect ou de considération, comme on l'a déjà dit, envers une personne, mais ça peut être aussi envers une œuvre ou un événement. Il peut donc s'agir de cérémonies d'obsèques, bien entendu, mais aussi de cérémonies commémoratives ou de mémorial. Mais ça peut être aussi des instants plus ou moins prévus, plus ou moins spontanés, qui vont changer un peu la donne. Je me souviens étant jeune en primaire, je devais être en CM1, quelque chose comme ça. On avait demandé des volontaires dans notre classe sans préciser pourquoi faire. Alors ayant été une enfant dévouée, et aimant en particulier rendre service, puisque c'était toujours une occasion très agréable d'être au centre de l'attention des adultes, et ben je me suis pas posé de questions, j'ai levé la main. Et puis quand on nous a expliqué de quoi on avait besoin, je me suis mis la pression. Je me demande aujourd'hui si on nous avait expliqué de quoi il s'agissait avant de nous demander des volontaires, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais levé la main. En fait, on était 3 élèves à avoir finalement été sélectionnés pour un vrai défi de lecture. On nous a demandé de lire une courte lettre ou une carte postale envoyée par un poilu lors de la Première Guerre mondiale. Et ce, pas dans n'importe quel contexte. Il fallait le lire au micro, face à un public, devant le monument aux morts du village à l'occasion de la commémoration du 11 novembre. Voilà pour le contexte. À l'époque, je lisais pas très bien. Je butais encore sur les mots, comme n'importe quel enfant, en fin de compte, qui est rentré dans la lecture il y a quelques mois à peine. Et je me souviens que j'ai tellement lu la lettre qu'on m'avait confiée les jours précédents le 11 novembre, que je la connaissais par cœur. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'avoir peur. Alors évidemment, peur de lire devant les gens, ça c'est évident, mais aussi en fait peur de voir des anciens combattants, des personnes qui ont vécu la guerre et qui ont vu des choses horribles. Et puis le côté cérémonieux en fait. J'étais tellement peu habituée, c'était pas dans ma culture familiale d'assister à ce genre de cérémonie, d'être dans le côté un peu militaire des choses. Et j'étais pas hyper à l'aise. Au final, j'ai trouvé cette expérience très très triste. Alors, j'ai été plutôt fière de pas trop mal m'en sortir. Je sais que, en tout cas, j'ai le souvenir que j'aurais pu faire mieux. Mais j'ai trouvé ça tellement lourd.
affreusement lourd, tellement pesant. Alors, effectivement, ce jour-là, il faisait gris. Et après la cérémonie, il me semble qu'il a plu absolument toute la journée. Mais au-delà de ça, les drapeaux, les discours, les uniformes, les costumes 3 pièces, toute la grisaille des gens, l'espèce de lourdeur de l'ambiance, tout était si sérieux, si solennel. Quelle lourdeur, quelle pression pour la gamine que j'étais, c'était terrible. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question le traditionnel mémorial qui reste très important pour ne pas oublier la guerre et l'horreur de la guerre. Le devoir de mémoire me semble très important, c'est même une évidence. Il faut avoir un devoir de mémoire, il faut l'appliquer. Il faut aussi le mettre en scène, mais je me pose quand même quelques questions quant aux hommages qu'on peut rendre à ces personnes et plus généralement à nos aïeux. Pour l'exemple des soldats, on leur dédie des cérémonies donc aux dates anniversaires des armistices, des cérémonies qui, disons le mot, sont pas tellement pleines de gratitude à mes yeux. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais je trouve je trouve qu'à l'occasion de ces cérémonies, on envoie plus un message aux vivants en mode vous avez de la chance, vous n'êtes pas mort, vous avez de la chance, vous vivez pas la guerre, quoi. On vous oblige pas à devenir soldat pour aller mourir dans les tranchées. Tu vois, c'est un peu... j'ai un peu le sentiment qu'on nous dit, plains-toi pas, quoi. Voilà, il y a pire que toi. Et il y a un peu ce truc-là, un peu étrange. Et en plus, on réduit ces personnes-là à leur état de soldats. Et sous prétexte de mémoire, on parle que de leur mort, en fait. Je pense que si on pouvait poser la question à ces soldats aujourd'hui, je suis pas certaine qu'ils apprécieraient être réduits à ça, en fait, à leur... alors on dit un moment de gloire parce qu'on imagine que c'est glorieux de mourir à la guerre, mais je suis pas vraiment sûre qu'ils apprécieraient qu'on pense à eux que parce qu'ils sont morts à la guerre, quoi. En tout cas, pour ma part, si j'avais dû donner ma vie à la guerre, j'aurais aimé qu'on se souvienne de moi pour ce que je faisais avant, pour la famille que j'ai laissée, pour les gens que j'ai aimés, pour tout ce que j'ai fait, en fait, avant d'être soldat. Tout ce que j'ai laissé, en fait, derrière moi pour mourir. En fait, c'est vraiment ça. Alors, effectivement... apparemment, en 14, ils sont partis à la guerre la fleur au fusil. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est ce dont moi je me souviens. Mais franchement, je suis pas certaine, avec le recul, qu'ils étaient tous contents d'aller mourir dans les tranchées. Je suis même pas certaine qu'ils se rendaient vraiment compte de ce qui se passait, de ce qu'allait se passer pour eux. Enfin bon, c'est que mon avis. Et c'est aussi que l'introduction, finalement, de ce podcast pour interroger notre façon de rendre hommage de façon plus générale. Je me dis quand même, on s'inflige parfois des choses étranges en cérémonie. Des choses malaisantes, risibles, voire carrément dramatiques. Et puis, des fois en cérémonie, il se passe d'autres choses plus jolies, qui font du bien, qui sont vraiment réconfortantes. L'avantage au moins, c'est qu'on a vraiment de tout. D'un côté, il y a les cérémonies excessivement longues, épuisantes. Quand je parle de ce genre de cérémonie, je pense aux obsèques de mon grand-père, qui était musicien. Et ces obsèques-là ont rempli une grande salle des fêtes, au point qu'il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. Il y avait un sacré paquet de personnes qui étaient debout. Et je crois même, alors je sais pas si c'est une légende que mon cerveau a inventée, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont même pas pu rentrer dans la salle pour assister à la cérémonie. Tout ce monde-là a donné lieu à une cérémonie très longue, puisque, alors évidemment, il y avait les événements, les textes et les musiques qui étaient prévus pour la cérémonie, mais il y a eu aussi à la fin un temps qui a été offert aux
j'ai envie de dire au public, mais oui, c'est plus ou moins un public, en tout cas à l'Assemblée, pour s'exprimer. Voilà, s'il y avait des personnes qui voulaient s'exprimer, et il y en a eu beaucoup. Donc ça a rallongé la sauce d'une cérémonie que nous, on avait organisée, qui était déjà assez conséquente. Et à la fin de la cérémonie, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué. En fait, on a tous attendu, la famille en tout cas, on a tout le monde attendu sur nos chaises que sans doute les 3/4, voire les 80% de la salle passent devant le cercueil et passent devant nous pour les derniers adieux en fait, pour saluer le cercueil, etc. Et ça a été long. Et ça a été long. Et pendant tout ce temps, où chaque personne embrassait le cercueil, disait quelques mots à notre grand-père, machin, etc. Les musiciens de notre grand-père jouaient, évidemment des poignants en morceaux de musique, tous à moitié en larmes. Donc autant vous dire que pour des musiciens de jazz qui jouent des instruments avant, c'était compliqué à entendre, à vivre, à écouter. Voilà. J'ai pas compté le nombre de personnes présentes, mais vraiment, c'était beaucoup trop. Une fois sorti de cette espèce de piège qui s'était refermé un peu malgré nous sur notre famille, on a cru qu'on réussirait jamais à l'enterrer parce que les musiciens ont continué à jouer et il a fallu aller jusqu'au cimetière pour mettre le cercueil dans la tombe et que tout le monde repasse devant le cercueil. Enfin, vraiment, c'était excessif, en fait. C'était excessif. On aurait pu éviter. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Déjà, de pas s'infliger, d'attendre, là, à regarder tout le monde passer devant nous, quoi. Rien que ça. Enfin, bref, sur le moment, c'était vraiment, vraiment lourd. Et il y a donc ces cérémonies-là qui sont vraiment épuisantes pour le nombre de personnes à recevoir, mais il y a aussi des moments à l'intérieur de cérémonies qui à mon avis, me semblent superflus. Enfin, superflus, c'est pas forcément le mot, mais excessivement dramatiques. Inutilement dramatiques. Je vais essayer de ne pas être trop précise parce que l'anecdote dont je vais parler maintenant est récente et que je tiens à rester respectueuse de l'intimité du choix des personnes dont je vais parler. Mais toujours est-il qu'au moment des obsèques, je crois vraiment, vraiment qu'on devrait éviter certaines choses. Notamment des textes ou des chansons excessivement tristes ou crues. Alors bien sûr, c'est important de pleurer. C'est important de se réunir, c'est important qu'on souffre ensemble. Mais peut-être que certains textes ne font que remuer le couteau dans la plaie, et franchement plus que nécessaire. Alors, je sais pas ce que vous allez penser de ça, vous me direz dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, mais quand je vous parle de ça, je pense à un terrible texte, d'une beauté et d'une poésie rare. J'avais jamais entendu ce texte-là, et je ne saurais pas vous retrouver l'auteur. Parce que ce texte m'a vraiment mis pas bien à ce moment-là. Il s'agit d'un poème qui métaphorise le corps d'une mère comme une maison pour l'enfant, qui du coup va changer au fur et à mesure qui va évoluer, qui va grandir, qui va bouger pour s'adapter à l'enfant, qui se transforme en fait à tout jamais, et qui restera cicatrisé aussi à tout jamais, et qui doit se reconstruire dans l'absence de l'enfant une fois que l'enfant est parti de ce corps. Et imaginez ce texte-là, lu à une mère, aux obsèques de son fils. Je vous laisse imaginer un peu le moment. De mon point de vue, là où j'étais, je me suis sentie vraiment, vraiment mal. Je me suis sentie fondre de douleur, de peine pour cette maman et pour toute la famille en fait. Je sais que je suis pas la seule à avoir beaucoup pleuré à ce moment-là.
J'ose déjà à grand peine imaginer la douleur de parents endeuillés, mais alors vraiment je n'y arrive pas quand on leur lit ce genre de texte, quoi. C'est vraiment, vraiment trop pour moi. Rien qu'en écrivant ce podcast, parler de ce moment-là me fait monter les larmes aux yeux. Alors en enregistrant ça, vous comprendrez que ma voix puisse chevrotter un petit peu. Alors bien sûr que c'est merveilleux de lire de la poésie, surtout une aussi belle, mais vraiment j'ai trouvé que c'était trop. Je ne doute absolument pas que la volonté de ces personnes qui ont lu ce texte était de réconforter et de montrer qu'elles comprenaient la douleur, en fait, qu'elles soutenaient la famille et qu'elles comprenaient leur douleur. Je souhaite de tout mon cœur que ça ait eu l'effet escompté sur la maman. Mais de mon point de vue, j'ai peur que ça n'ait fait qu'appuyer affreusement sur la plaie béante que peut être une telle perte. J'ai pas été à trop d'autres obsèques religieuses que celles de mon grand-père paternel, mais je me souviens d'avoir accompagné mon mari à une cérémonie dans une petite église. Une cérémonie simple, avec de très jolis mots des proches, en particulier des petits-enfants. Mais on a eu droit à l'intervention d'un homme d'église, qui je crois était plus ou moins rendu maître de cérémonie, mais qui nous a parfaitement sermonné. Et pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire, parce que quand il venait parler, il venait nous dire qu'il n'avait pas assez de monde à la messe le dimanche, qu'il fallait venir à la messe tous les dimanches, et que quand les gens venaient pas à la messe le dimanche, les églises sont vides le dimanche, et que quand nous ne venons pas à l'église le dimanche, et ben ça fait pas beaucoup de sous dans le panier de quête du dimanche. Vous voyez le genre. Je vous mens pas, je vous raconte ça, c'est vraiment arrivé. On en a même débriefé avec la famille le soir en rentrant. Et on s'est dit que quand même c'était un peu abusé, quoi, devant les proches, les petits-enfants en larmes, qui avaient préparé une très belle cérémonie pour leur papy. Et du coup, tous leurs textes sont un peu passés à la trappe, en fait, avec cette attitude un peu bizarre de ce prêtre, quoi. Comme quoi, même dans le cadre d'une église, on peut se retrouver dans une situation malaisante. L'habit ne fait pas le moine, à ce qui paraît, mais enfin, là, quand même, c'est un peu déplacé, non ? Le truc quand on va à des obsèques ou à une commémoration, c'est que les événements sont un peu au bon vouloir des personnes qui organisent et participent à l'événement. Ils font ce qui leur semble être bon. Il peut même s'agir d'une intervention du défunt lui-même. En vous racontant ça, je pense à une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard en scrollant sur Instagram et qui m'a un peu laissée entre deux chaises, je vais pas vous mentir. En fait, il s'agissait d'une vidéo du moment de la mise en terre d'un cercueil. Je pense que c'était un cimetière un peu à l'américaine. Déjà, il parlait pas français, donc ça laisse peu de doute. Mais voilà. En fait, à ce moment-là, le défunt avait demandé à la compagnie d'obsèques de passer un audio, un vocal, à ce moment-là précis de sa cérémonie. Un audio où on l'entend parler et on l'entend frapper comme s'il était encore vivant dans son cercueil et qu'il demandait, paniqué, qu'on le sorte de là. Voilà. Et les gens présents aux obsèques riaient. Alors ça devait être un fin blagueur, ce monsieur-là. Mais de là à faire ce genre de blague, faut oser quand même. J'étais à la fois impressionnée et ravie qu'on ose faire un truc pareil. C'est hyper courageux, je trouve, de préparer ses obsèques de son vivant. Mais alors encore plus de préparer un vocal pour son propre enterrement. C'est un très chouette, ça peut être un très chouette cadeau. Mais de là à demander précisément à ce moment-là qu'on le sorte de son cercueil parce qu'il panique et qu'il n'est pas mort, il y a vraiment de quoi faire des cauchemars à sa famille. Parce que, enfin, je ne sais pas, pour ceux qui ont vécu un deuil,
un long deuil en tout cas. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu cette période-là. Moi, je l'ai vécu avec ma maman. C'est qu'il y a une période où tu fais des rêves, par exemple, tellement réalistes que tu doutes de la réalité, de la véracité du décès en question. Là, je suis pas certaine que ce soit hyper bon pour la santé mentale et le deuil des proches, de la famille. Je suis pas complètement convaincue. Alors, entendre la voix d'un mort en plus tout fraîchement parti, je pense que déjà c'est assez difficile. Mais en plus qu'il demande tout en angoisse qu'on le sorte de son cercueil, qu'on est justement en train de déposer dans le caveau, je suis pas complètement à l'aise, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le moi, vraiment, faites-moi un retour sur ça, parce que... voilà, je sais pas trop, quoi. Et puis dans le genre malaise bizarre, on a aussi des conflits familiaux qui peuvent rendre certains moments vraiment, vraiment bizarres. J'essaye de raconter l'histoire avec la sœur de Nuit Blanche à son enterrement, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment bien le raconter. Et en plus, j'ai l'impression qu'il faut que je parle comme si je parlais à des inconnus alors que je te parle à toi et du coup, c'est trop bizarre. Je sais pas comment le raconter, mais bon, c'était un moment super bizarre à l'enterrement de notre arrière-grand-mère du côté de notre mère et en fait déjà ça a été le départ de beaucoup de déchirures au sein de la famille. Donc, c'était pas. On l'a pas vu venir, mais il n'empêche que ça a été le départ de beaucoup de mauvaises choses. Et en fait, il faut savoir que cette famille, elle est très compliquée et que cette arrière-grand-mère, elle avait trois filles. Donc ma grand-mère et ses deux autres sœurs que je n'ai jamais rencontrées et dont on m'a raconté que du mal. Et en fait, quand on était au cimetière au moment de la mise en bière, de la cérémonie, c'était au moment de la cérémonie, elle n'était pas encore dans le caveau. Il y a un des gars des pompes funèbres qui est venu voir notre oncle pour lui demander si la personne qu'on enterrait était quelqu'un de célèbre dans la région ou voilà, si c'était quelqu'un de connu. Et mon oncle a répondu ben non, pas particulièrement. Et en fait, il y avait une de ses filles qui était cachée derrière un buisson du cimetière et qui observait la cérémonie de loin avec des jumelles. Et moi, je m'en souviens très bien parce que je l'ai vue, parce que j'étais à côté de mon oncle à ce moment-là et j'ai entendu et j'ai vu que ça regardait de l'autre côté du cimetière et du coup, j'ai regardé aussi et j'ai vu cette espèce de silhouette derrière un buisson avec une paire de jumelles qui se cachait pour observer la cérémonie de sa mère, du coup, parce qu'on a appris après que c'était la fille de mon arrière-grand-mère, donc la sœur de ma grand-mère, qui était venue pour assister à l'enterrement de sa propre mère, mais qui s'est cachée parce qu'elle voulait voir personne. Et enfin, c'est super cocasse, quoi. C'est super bizarre. Et je me souviens même après la cérémonie, on a décortiqué les petits mots et les petites cartes que les gens avaient laissées, enfin voilà, pour nous souhaiter bon courage et pour nous présenter leurs condoléances. Et il y avait une carte des deux sœurs dont moi j'ai entendu que du mal, qui n'étaient soi-disant pas venues, sauf une du coup. Et elles avaient envoyé une carte toutes les deux en signant les oubliés. Voilà. Donc ça, ça présente un petit peu le caractère de cette famille très particulière. Et voilà, c'est un truc qui, moi, m'a marqué. Et on en parle encore aujourd'hui souvent parce que c'est vraiment... c'est digne d'un scénario de cinéma, d'un film dramatique américain. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
je me demande quel était l'état d'esprit, tu vois. Je me demande quelle était je sais pas comment dire, mais l'intention en fait. C'était est-ce que j'y vais parce que quand même c'est l'enterrement de ma mère? Ou est-ce qu'il y avait un truc un peu de voyeurisme en mode je vais voir comment ils ont fait la cérémonie, je vais voir qui ils ont invité, comme ça je pourrais bien me plaindre derrière. Genre, je sais pas, j'y vais mais je me cache que à moitié, comme ça ils vont bien voir que je suis venue mais que je me fonds pas dans la masse ou je sais, en fait, je réfléchis à l'intention qu'il y avait derrière et je sais pas ce qu'elle aurait pu être. Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre ce comportement. Et en même temps, comme on connaît pas tout le monde, quand on va à une cérémonie d'obsèques, même quand on fait partie de la famille proche, comment est-ce que tu peux arriver à interpréter le plus justement possible les gestes des autres, en fait? Alors oui, c'est compliqué de rendre hommage, surtout pendant une cérémonie, à cause de l'émotion, de la chape de plomb contextuelle qui pèse lourd sur les épaules, mais il y a aussi les états d'âme et les capacités émotionnelles de chacun. Alors, que conclure de tout ça? Est-ce qu'il faudrait imposer des règles de cérémonie strictes, dont des sujets à ne pas aborder, par exemple? Et en même temps, est-ce que c'est pas précisément les règles et les protocoles qui rendent les cérémonies aussi pesantes? Ou alors il faudrait oser créer un moment unique, beau, le plus adapté aux besoins que ressentent les personnes proches qui organisent les obsèques? Et en même temps, est-ce que c'est pas déjà ce qu'on essaye de faire plus ou moins, en tout cas dans le civil? Je me demande vraiment si c'est possible de rendre ces instants plus lumineux, plus réconfortants. Bien entendu, quand c'est le cas, on est réconforté de voir que autant de gens sont venus pour nous soutenir, parce qu'ils aimaient aussi la personne qu'on vient de perdre. On peut se rassurer aussi en disant bonne nuit ou à bientôt, plutôt qu'un adieu déchirant, mais ça reste un instant donné, un moment éprouvant, épuisant, qui reste gravé dans nos mémoires et en plus déformé par les émotions. Ce moment qui doit permettre à tout le monde de démarrer son deuil, j'ai l'impression qu'il prépare jamais vraiment au retour à la maison, au moment où on se retrouve seul, face à l'immense vide laissé. Alors je me dis que peut-être intégrer de nouvelles choses à ces cérémonies pour l'après, des choses plus créatives, et peut-être que ce serait bien. Je pense par exemple à des parents qui ont offert à l'assemblée énorme réunie pour leur fils un long texte pour raconter la vie de leur enfant perdu. Des parents qui ont été d'un courage immense face à cette foule et qui, avec cette force inouïe qui les caractérise, ont expliqué le terrible geste de leur fils de mettre fin à ses jours. Et qui, en fait, ont permis, en tout cas de mon point de vue, d'être rassurés, en fait, d'apporter du réconfort aux gens. De poser des mots, en fait, sur ce geste-là et sur ce moment-là. À cette famille, j'ai offert un bocal de biscuits que j'avais fait moi-même, parce que je sais à quel point il est difficile de manger, et encore plus de faire à manger, après un événement pareil. Mon papa, lui, il a plutôt choisi d'offrir son propre recueil de poèmes, qui pourrait très bien, en fin de compte, être une lettre adressée à la famille, une lettre de condoléances, mais une lettre aussi de soutien, qui permet aussi de transmettre des messages des potentiels absents qui n'ont pas pu être là, mais qui auraient voulu, et qui peut-être finalement sont là en pensée, mais qui aussi et surtout veulent être là pour après. Alors bien sûr, aux cérémonies d'obsèques, on a souvent un livre d'or, qui je trouve est une merveilleuse idée à laisser à disposition. Mais je pense qu'on prend moins le temps d'écrire, debout, à l'arraché sur un grand cahier que tout le monde peut lire. On a un peu la pression des gens qui attendent après nous. Enfin, je trouve que c'est moins intime, moins posé qu'une lettre qu'on a pris le temps d'écrire en amont, et qui vraiment me permet de transmettre des mots qui sont trop difficiles à prononcer.
Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est à l'enterrement de maman. Moi, j'ai trouvé ça trop cool qu'on décide de s'habiller en couleur. Je me souviens plus si on avait demandé un code couleur sur le faire-part de décès, enfin sur l'annonce. Je me souviens plus, mais j'avais été trop contente qu'on s'habille en couleur. Et je me souviens globalement de la cérémonie au cimetière qui faisait super froid et que il y avait un gigantesque soleil, mais qui faisait vraiment super froid et qu'il y avait un âne qui chantait au loin, enfin qui chantait. Voilà, je trouvais ça drôle. Mais je pense que le moment que j'ai trouvé le plus joli, c'est quand on a versé les confettis, les sacs de confettis sur le cercueil de maman, quand il était au fond du caveau. Parce que déjà, c'est le moment où on s'est souri, on s'est regardé toutes les deux et on a fait un grand sourire, comme pour dire, ben voilà, on est là, ici, maintenant, on est toutes les deux et on, comment dire, on parsème de la magie. Enfin, moi, dans mon souvenir, tu vois, en plus, t'avais fait des confettis maison en découpant des paillettes, des sequins, des morceaux de tissu et tout. Et j'ai vraiment ce souvenir de toutes ces confettis et toutes ces paillettes qui s'envolent et qui retombent sur le cercueil. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et j'ai vraiment senti un fort moment de complicité entre nous deux, quoi. Parce que justement, on comprenait le sens de ce geste-là et on savait que les gens autour pouvaient en rire un peu parce que c'est pas conventionnel et que nous, on était bien contentes justement de faire les choses de cette manière-là et comme maman aussi aimait le faire parce qu'elle était très peu conventionnelle. Donc ça pour moi, enfin, c'est vraiment super souvenir, enfin super souvenir. C'est un moment fort en tout cas et ouais, j'ai vraiment ressenti cette espèce de magie qui s'envole et un truc très léger et très... le vent emporte un peu la souffrance et la tristesse et comme on s'est souri en plus à ce moment-là, parce que j'avais l'impression qu'on était fiers et on était contente quand même d'être là en fait et d'avoir tenu et d'avoir fait tout ce qu'on a fait pour elle, quoi. En tout cas, c'est comme ça que maintenant je le vois. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pris des photos. J'avais pris des photos du cercueil et des confettis que j'avais préparés. Une photo que j'ai repostée d'ailleurs sur mon compte Instagram juste avant de poster ce podcast. Donc si vous avez envie d'aller voir, eh ben n'hésitez pas, c'est sur mon compte Insta. C'était des confettis entre guillemets maison. En fait, j'avais préparé une lettre, j'avais écrit une lettre à maman que j'ai ensuite transformée en confetti et à laquelle j'ai effectivement ajouté des paillettes. Je crois que j'avais ajouté des plumes aussi. Et puis voilà, plein de petites choses assez sympas. Et effectivement, ça donnait un peu de... L'objectif, c'était, ben voilà, j'ai couché un peu les choses sur papier. En tout cas, j'ai commencé à te dire au revoir. Et je lâche, quoi. C'était un peu le truc... c'était un peu vraiment cette idée-là. J'avais tout mis dans un petit sac en papier et j'avais vidé le sac. Voilà, c'était ça. J'avais vidé mon sac sur le cercueil de ma maman. Et pour inviter les autres à faire la même chose, à la place des fleurs ou de la terre qu'on met traditionnellement, qu'on peut jeter sur le cercueil quand il est dans le caveau, on avait mis des confettis. On avait acheté 2 grands sacs de confettis de fête tout colorés. Et les gens balançaient ça sur le cercueil. Et
il y a eu pendant longtemps, en tout cas dans le cimetière, plein de confettis autour de la tombe de notre mère. Donc c'est vrai que c'était très sympa et c'était chouette, c'était très joli. J'arrive pas à retrouver les photos des confettis qui volent autour du cercueil, mais j'en ai un souvenir assez sympa, assez chouette. En fait, j'ai l'impression que certains hommages sont vraiment vibrants et importants quand ils sont vécus un peu comme ça, en petit comité. Quand ça vient naturellement, simplement, spontanément. Une copine de lycée m'a parlé aussi d'un décès qui est arrivé brutalement pour elle. Le décès de son oncle, David. Un décès qui est arrivé du jour au lendemain, puisqu'il est parti aussi brusquement que son cœur a lâché, en fait. Quand c'est comme ça, on a beaucoup de mal à réaliser. C'est tellement soudain que c'est vraiment difficile à réaliser. Et en même temps, ça n'empêche pas que ça rapproche les personnes qui sont présentes et qui sont là au moment de ce décès. Et en plus, ça peut donner de jolis moments de communion. Elle écrit. À peine on s'était rapproché qu'il partait. J'étais chez lui, avec ma tante, mon cousin, ma cousine et ma grand-mère pour la cérémonie prévue le lendemain. Une soirée normale, avec un petit film ensemble et je sais plus comment, mais ma cousine a regardé ce qu'on allait servir à manger le lendemain et elle et son frère ont eu une sorte d'illumination d'un coup. Il manquait un truc. Leur père était fan de rillettes de sardines et on n'en avait pas prévu. Du coup, on s'est retrouvés tous les trois dans la cuisine à minuit passé pour faire des rillettes de sardines en essayant de ne pas faire de bruit et sans s'en mettre partout. Forcément, l'obligation du silence nous a fait exploser de rire et ça a fait du bien. Le lendemain, le lieu de la cérémonie était très beau avec du soleil. C'était un bel au revoir. Et c'est un joli souvenir. Pourtant, l'odeur du poisson me met très mal. Il n'y a que mon cousin et ma cousine pour me faire mettre les mains dans du poisson et en plus en rigoler. Cette histoire, elle me fait aussi penser à mon propre oncle. Décédé très peu de temps après ma mère, quelques mois à peine. Lui aussi, il est parti du jour au lendemain sans prévenir et aussi d'une crise cardiaque foudroyante. Le problème, c'est que pour lui, j'ai pas pu assister aux obsèques. J'étais loin, je travaillais à l'époque avec des horaires décalés, ce qui fait que j'ai pas pu faire la route pour être présente ce jour-là. Et c'est bien ma peine, parce que en écrivant cet épisode, je me rends compte à quel point c'est important d'assister à ces cérémonies. Dans l'épisode d'introduction d'Atelier Time, j'ai énuméré les personnes que j'ai perdues et dans quelles circonstances. Et puis en écrivant l'épisode que vous écoutez là, je me suis aperçue que je n'avais même pas parlé de lui. Comme si cette mort n'était qu'une chimère. Bien sûr, je l'ai vécu de très loin, et j'ai gardé un souvenir de mon oncle vivant, blagueur, bon vivant en fait, mais pas mort. Pourtant, je sais qu'il est parti. Je vois bien qu'il est plus présent dans nos vies, qu'on voit moins de personnes quand on monte dans les Vosges, que pas tellement de tristesse, d'une part, mais pas non plus d'adieu, ni d'au revoir, ni de bonne nuit d'ailleurs. J'ai été absente. Et j'ai l'impression que mon absence a fait que cette mort-là est très peu présente dans mon esprit. Et en fin de compte, cet événement, il me marque maintenant, là, aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vécu pleinement. Voire, à en oublier le décès même, en fait. Les circonstances jouent, bien sûr. J'ai appris la nouvelle au milieu d'un magasin en faisant mes courses. On a pleuré ensemble un bon coup, c'était surréaliste, on comprenait pas ce qui nous tombait encore sur le coin du nez. On s'est organisé pour que quelqu'un au moins puisse aller aux obsèques, et puis voilà. On en a très peu parlé en fait de cette mort-là. Très rapide, soudaine, comme ce qui en a suivi. Pour moi en tout cas, parce que je ne doute absolument pas qu'il a eu beaucoup d'impact sur ses filles, sa femme, sa maman, ses frères, à qui je pense très fort en ce moment. Je trouve que c'est difficile de conclure quelque chose de précis sur ces moments d'hommage. Vivre ou organiser une cérémonie est essentiel. C'est le moyen le plus évident pour se réunir, dire au revoir
ou tout ce qu'on a besoin de dire et de commencer son deuil. Chacun a ses propres limites, ce qu'il veut ou peut endurer dans ces moments-là. Parfois, on ne choisit pas ce qui ne se passera. On vient là pour soutenir la famille et on partage leur peine. Et puis, on subit aussi des moments de grande affliction. Ces moments devraient être tous construits vers le réconfort et vers l'après, vers la célébration de la personne partie, sans jamais la réduire à un seul acte, un seul état. Ce qui est difficile. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'arriver à se respecter soi, ses propres limites, en adéquation aussi avec ses propres volontés ou ses propres besoins, qui doivent encore en plus respecter celles du défunt quand il a pu les exprimer. Ce podcast s'est construit principalement grâce aux témoignages que j'ai recueillis sur le sujet. Vous avez pu entendre la voix de ma sœur, que je remercie très très fort, ainsi que le témoignage écrit de Alexa, que je remercie également. C'était l'épisode Honorer ses défunts du podcast Atelier Time, créé, réalisé et présenté par moi-même, Zoé Bouillet-Rousselot, et mon entreprise créative Atelier Yeah. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur les plateformes qui le permettent, de noter l'épisode quand c'est possible aussi. Et vous pouvez également vous rendre sur mon site atelier.fr, ateliyeah.fr, dans la rubrique communauté, pour réagir et partager votre histoire. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur mes réseaux sociaux au quotidien. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.